senior, il est 8h. Et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Chrono-Analyse. Cette fois-ci, nous allons étudier Ruby. Ruby, une entreprise bien connue, puisqu'il y a pléthore de vidéos sur le sujet. C'est une entreprise qui verse du dividende, qui est éligible au PEA. J'avais mis un ordre d'achat et aujourd'hui, il s'est activé. Donc je me suis dit que c'était un signe qu'il fallait que je fasse la vidéo sur Ruby. Si on va sur la droite de régression Hibou, c'est une plateforme à laquelle je suis abonné et dont je suis très très content. Premièrement, j'ai regardé la droite de régression. La droite de régression avec les dividendes, parce que ça fait partie de la stratégie de Ruby. Et ça nous permet d'avoir une courbe qui est intéressante. On a un historique de 13% avec dividendes reversés. Et si dans les 5 ans, la courbe rejoint la droite de régression, on est sur une performance de 32,4%. Effectivement, l'objectif, c'est pas de croire aveuglément la droite de régression de Hibou. L'idée, c'est de croiser les informations. C'est-à-dire que vous prenez une source d'information, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Est-ce que ces informations vous paraissent concordantes? Est-ce qu'il y a une certaine logique à partir du moment où on a un faisceau d'indices? Ça nous permet de prendre une décision. Il faut considérer que le dividende, c'est l'entreprise qui alloue du capital différemment. C'est-à-dire que ce capital-là, elle pourrait l'allouer sur des acquisitions, elle pourrait l'allouer sur des rachats d'actions, elle pourrait l'allouer sur une meilleure rémunération des salariés, par exemple, ou des bonus. Elle pourrait l'allouer à du remboursement de la dette, mais elle en alloue une grande partie aux dividendes, c'est-à-dire qu'elle rémunère les actionnaires. Il en manque une. Elle rémunère les actionnaires qui apportent leur argent pour financer le développement de l'entreprise. Donc c'est une relation assez symbiotique, mais effectivement elle est déduite intrinsèquement de la valeur de l'entreprise, parce que l'entreprise vaut 1000 francs. 1000 euros, pardon. L'entreprise vaut 1000 euros. Elle va détacher 20% en dividende. Donc elle va enlever 20% de richesse à l'entreprise et pour vous le donner à vous, actionnaires. Donc l'entreprise, à l'issue du détachement du dividende, ne vaut plus que 800 euros. Donc il faut bien comprendre ce mécanisme en fait. Le principe, c'est de se dire, l'argent qui nous est alloué, on va le réinvestir et on va faire mieux que l'entreprise en elle-même pour avoir des résultats. Et c'est là que la stratégie de dividende devient gagnante. Ensuite, l'entreprise, bon an mal an, elle fait sa vie avec son 800 euros de valeur de base. Elle recommence, elle continue de générer du cash, d'avoir des bénéfices. Et finalement, sa valeur remonte. Il faut vraiment calculer la valeur de l'entreprise. Et la question du dividende pour Ruby est essentielle. C'est pour ça que je m'y arrête. Quel est son intérêt? On passe à côté en fait de tout l'intérêt d'avoir du Ruby en portefeuille. C'est une entreprise qui a été créée en 1993. Donc c'est une entreprise qui a quand même un certain âge. D'ailleurs, 2023, c'est une année anniversaire. Donc c'est une entreprise qui va fêter ses 30 ans. Pour comprendre cette entreprise, il faut regarder son histoire. C'est une entreprise qui a grandi par acquisition. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a acheté sa croissance. Elle a acheté des entreprises qui lui ont garanti une croissance. La dernière acquisition en date, c'est Photosol, mais aussi Hydrogène de France. Je vais passer très très rapidement. Le nombre de vidéos sur Ruby, ça pullule, il y en a énormément. Toute personne qui cherche à investir sur Ruby connaît déjà comment fonctionne Ruby. Je vais essayer de mettre le focus sur quelques points qui en général, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur Ruby, je vais quand même soulever quelques points qui me semblent intéressants et dont on parle généralement peu. Donc 21,50, c'était mon gap. Attention, les résultats semestriels de 2023 seront le 7 septembre. On sait que septembre, c'est pas le meilleur mois, c'est pas un très très bon mois pour la bourse en général.
Ruby, c'est aussi du foncier. C'est aussi des installations. Quand on parle de distribution, il faut aussi se rendre compte que une station essence, c'est un endroit. Des zones de stockage, c'est des bateaux. C'est important de se rendre compte de ce que c'est, de ce qu'on achète. Quand on achète une action, on n'achète pas de la virtualité. On achète du réel. Une entreprise avec des hommes qui travaillent et qui créent du business et qui créent de la valeur. Ruby, son business, c'est distribuer de l'énergie, le stocker et maintenant en produire. On est face à un groupe mondial qui a une implantation en Europe, aux Caraïbes et en Afrique. Je vais m'apesantir un peu plus sur l'Afrique avec l'actualité, avec par exemple ce qui se passe en ce moment au Niger. Il me semblait important de souligner, d'étudier l'implication africaine de Ruby. Parce que si on regarde ça que d'un œil, mon premier ressenti par rapport à Ruby, c'est de me dire, oula, ils sont en Afrique. Ouais, l'Afrique, ça fait un peu peur, quoi. Il y a des coups d'État, on le voit au Niger, hein. L'actualité peut nous faire un petit peu flipper, mais il faut raison garder, hein. Donc, le groupe Ruby, si on prend les infrastructures, est installé dans tous ces pays en Afrique. En revanche, il a des endroits, des bases sur lesquelles il est positionné, mais il a des zones sur lesquelles il opère qui sont beaucoup plus larges. C'est-à-dire que au début, on regarde la carte des implantations, on se dit ça va, ils sont pas au Niger. Via RS Togo, ils ont une zone de distribution qui va du Mali en passant par le Burkina, le Niger. Et ça, c'est important de le comprendre. En revanche, on peut se dire oh là là, mais c'est terrible, c'est affreux. Ils travaillent dans des endroits qui sont très dangereux, où il peut y avoir des coups d'État toutes les 30 secondes, etc., etc. Je prends par exemple, vous voyez, hop, à partir du Cameroun, Ruby opère Centrafrique, République du Congo, Guinée équatoriale, Tchad. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, on a la carte des putschs en Afrique. Alors, c'est pas très drôle. Et on voit qu'en Afrique, hop, 93. Donc ça, c'est, si on regarde la 93, donc on est ici, c'est la création de Ruby. Ils ont commencé à vraiment travailler en Afrique qu'à partir des années 2000. On a quand même un nombre de coups d'État qui ont eu lieu, qui est fort important, hein. Niger, Tchad, Mali, Guinée, Soudan, Burkina Faso, et maintenant on peut rajouter en 2023 le Niger. Tout ça pour vous dire que c'est des configurations, si Ruby évolue en Afrique depuis un certain nombre d'années, c'est pas des choses auxquelles ils ont jamais été confrontés. Le coup d'État n'est pas quelque chose qui est un imprévu pour eux. C'est une chose qui peut arriver dans leur métier. Vous savez, dans les entreprises en France, on a le diagnostic des risques. Ben, dans leur diagnostic de risque, le coup d'État, le risque sécuritaire fait partie des risques qui sont pris en compte. Donc ça, c'est important de le savoir, et il faut savoir que c'est une entreprise qui est très très bien gérée. L'action Ruby, donc aujourd'hui, elle a pris une grosse claque, hein, 2,5%. Ah, chute à l'arrière du peloton. Et depuis un certain temps, elle prend une grosse claque, hein. Dans un contexte de la baisse du prix du pétrole, on a un groupe qui augmente son revenu de 18%. Alors, il le présente comme si c'était quelque chose de pas bien, que le prix du pétrole baissait. Mais eux, en tout cas, Ruby, c'est un groupe qui profite de la baisse du prix du pétrole. En revanche, c'est un groupe aussi qui résiste bien, même si le prix du pétrole est très très haut. Et on l'a vu sur 2021 et sur 2022, où on a des prix du pétrole qui sont devenus complètement dingues. L'entreprise a continué à avoir de très très bons résultats. Quelle que soit la configuration du marché, Ruby, c'est faire de l'argent. Et c'est ça qui nous intéresse. En tout cas, on voit que sur 2023, tous les comptes sont au vert, hein, plus 23%. Donc Ruby a acquis Photosol,
Je souhaite m'attarder sur Photosol parce que il y a eu le rachat des 80% a été un peu controversé et surtout les gens ont trouvé que Ruby, enfin les actionnaires en tout cas ont trouvé que Ruby avait payé trop cher. Un leader avec un savoir-faire, des productions qui sont déjà là, un groupe qui a des compétences, qui a quand même un recul de 14 ans, donc créer une société qui fonctionne bien, avec des bases solides, qui a déjà des centrales, hein, donc qui a déjà du foncier, qui a déjà des zones qui font de la création de richesses. On a des centrales photovoltaïques qui fonctionnent, qui génèrent de l'énergie et qui sont installées voilà, sur des zones, sachant que on a les parkings, je crois qu'il y a un accord qui a été signé avec le Roi Merlin. C'est du foncier, enfin c'est des surfaces qui sont très importantes. Donc il y a une capacité de développement et il y a un besoin, et ce besoin il se conjugue à une volonté politique. Ok. Depuis 2018, la production d'électricité photovoltaïque a été multipliée par 20 dans l'Union européenne. D'ici 2040, elle pourrait couvrir jusqu'à 20% des besoins en électricité des 27. Donc le renouvelable, c'est devenu un enjeu stratégique. C'est devenu un enjeu de souveraineté énergétique. En fait, se dire que Ruby n'a acheté Photosol que pour faire du greenwashing, c'est idiot. En fait, c'est voir le sujet par le petit bout de la lorgnette. Il faut comprendre que potentiellement, que d'un point de vue du business, le photovoltaïque, c'est un marché qui est presque mature. Les équipements, le prix des équipements a été divisé par 10, et donc ça devient de plus en plus rentable de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Le problème, c'est que c'est de l'énergie qui est intermittente. Comment l'Union européenne veut sortir de sa dépendance aux énergies fossiles russes? La guerre en Ukraine a précipité des tendances lourdes qui étaient déjà là. L'Union européenne, comment elle va réduire sa consommation d'énergie? Sa consommation d'énergie russe, en économisant de l'énergie. Ça, c'est la première chose. En diversifiant ses approvisionnements. Plus d'énergie renouvelable. Donc, il s'agit donc notamment de doubler la capacité solaire photovoltaïque d'ici à 2025. 2025, c'est après-demain. L'Union européenne, en parallèle, parie également sur l'hydrogène. Le plan fixe un objectif de 10 millions de tonnes de production intérieure d'hydrogène renouvelable. Un chiffre similaire en matière d'importation, la création d'une banque européenne de l'hydrogène, chargée d'investir 3 milliards d'euros pour développer ce marché. C'est un plan à 210 milliards d'euros. Alors, c'est ça qui est génial, hein, c'est que quand on creuse, on tombe sur des trucs qui ont du sens. Hein. La Pologne, l'Italie et l'Espagne sont les premiers bénéficiaires. La France devrait toucher quant à elle 2,3 milliards, soit un peu plus de 12% de l'enveloppe européenne totale. Donc là, on a 4 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne. Et aux surprises, Ruby Photosol annonce son premier investissement en Italie et se déploie également en Espagne et en Pologne. Donc voilà, je suis actionnaire de Ruby, mais quand je lis ces informations-là, que je lis que la Pologne, l'Italie, l'Espagne sont les premiers bénéficiaires, que la France aussi, et que je sais que Ruby a investi dans Photosol, qui lui-même se déploie en Espagne, en Pologne, en Italie et en France. Donc les 4 pays qui vont capter à eux 4 52% des aides, bon, banco la caravane. Hein. C'est son dernier cadeau. Je lui ai dit, Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit banco. Je l'entends encore, banco. Dans un deuxième cadre, on a Hydrogène de France. Ruby est actionnaire minoritaire, mais Hydrogène de France, qui a toute sa place dans ce dispositif, parce que c'est hautement complémentaire. Donc vous avez d'un côté le photovoltaïque, qui est une énergie intermittente, et de l'autre côté, vous avez l'hydrogène, qui est une solution pour stocker cette énergie. On est sur un groupe, Ruby, qui a une logique énergétique sur l'hydrogène, sur le GNL, sur le pétrole et sur le photovoltaïque qui est logique.
on a une vraie synergie sur ces investissements. Donc c'est ça que je recherche aussi, quoi. C'est pas un groupe qui se réduit à son dividende. C'est un groupe qui est bien managé, qui a une vision, qui a des objectifs de développement et qui depuis 30 ans est en croissance, a une croissance qui est importante. Et c'est un groupe qui rémunère bien ses actionnaires. Alors, on est sur Zone Bourse pour passer à la dernière partie de la vidéo. Que dire, hein, le groupe, au niveau de la bourse, il se fait massacrer. Hein. Il a perdu 12%. Là, depuis 5 jours, il a perdu 4%. Voilà, le fait d'être rentré à 21,50, ça m'a fait baisser mon PRU, mais bon, voilà. Mais je crois fortement l'entreprise, en fait. Donc j'ai pas de souci à aller sur une entreprise comme ça, surtout que on a un PER qui a 6,39. Alors certes, vous allez me dire, c'est une entreprise qui est très endettée, mais c'est une entreprise qui a toujours eu ce mode de fonctionnement de croissance par l'acquisition. Donc ça passe par de la dette, hein, du trading, de l'investissement. On a une valorisation qui est très faible. On a un momentum à 12 mois. La société présente des multiples de résultats très attrayants. Le titre n'est valorisé qu'à 0,52 fois son chiffre d'affaires. On a des révisions haussières des estimations du chiffre d'affaires. Et on a une visibilité qui est excellente. Les points faibles, des perspectives de croissance qui sont plutôt faibles pour les prochains exercices. Ça n'est pas mon opinion parce que la croissance sur le solaire, sur le renouvelable, c'est à 2 chiffres, hein, c'est des croissances à 2 chiffres. Effectivement, ça a été payé cher, mais voilà. C'est une entreprise qui a des marges qui sont faibles, mais c'est pas une entreprise qui a des problèmes de pricing power, dans le sens où c'est le cours du pétrole qui fait le prix. Donc les gens, quand ils voient 2,50 € à la pompe, ils se disent pas c'est le pompiste qui est le problème. Ils se disent c'est le cours du pétrole le problème. Très faible valorisation, un PER pour une boîte comme ça, un PER comme ça, c'est cadeau. Hein. 15 millions pour un avant-centre. Le marché des avant-centres, 15 millions, c'est cadeau. Tant que leur situation financière le permettra, ils paieront leurs dividendes. Plus de 10 années d'historique de dividendes ininterrompu et en croissance. EBITDA, résultat d'exploitation, une marge qui est très faible. Hein. Il faut dire ce qui est, hein. La marge est très faible. Là, voilà, on a une valorisation qui est intéressante, un momentum qui est là, fondamentaux qui sont pas géniaux, hein. La croissance du revenu, c'est important. Selon les analystes, elle est pas là. En tout cas, elle sera pas là. Voilà. Et cette dette qui ne baisse pas. Donc ça, c'est vraiment le point noir pour Ruby. C'est la dette qui a du mal à baisser, hein, qui baisse tout doucement. En 2021, la dette était tout à fait honorable, mais les acquisitions, qui sont des leviers de croissance, ont généré de la dette. Et là, on a quand même des opportunités qui sont plutôt sympas. Hein. Pour moi, en fait, c'est le rachat de Photosol qui n'a pas été compris et qui a entaché, qui a généré de la dette et qui n'a pas été compris comme un levier de croissance en tant que tel. Les gens se sont dit oui, ils achètent un truc qui fait du photovoltaïque, mais ça va pas gagner un copec. Mais c'est faux. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour cette vidéo d'analyse sur Ruby. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo de A à Z. Ça me fait très plaisir et d'autant que voilà, ça me demande pas mal de travail. Je vous remercie, je remercie Hibou Expert de m'avoir autorisé à utiliser leur droite de régression. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.